En 1820, un apothicaire de Lyon consignait dans son journal une observation, lors d'une vague de grippe particulièrement violente dans la vallée du Rhône. Il notait qu'une plante venue d'Amérique soulageait les fièvres mieux que tout autre remède. Les colons français du Nouveau Monde la lui avaient décrite des décennies plus tôt. Ils l'avaient apprise des peuples autochtones qui l'utilisaient depuis des siècles. Ses feuilles poussaient d'une façon étrange, comme soudées au travers de la tige. Des grappes de fleurs blanches couronnaient chaque tige à la fin de l'été. Les guérisseurs iroquois l'appelaient la plante qui répare les os. L'apothicaire lyonnais mourut sans que personne ne donne suite à ses écrits. Son journal resta dans une malle pendant plus de 150 ans. Bienvenue sur Secret Vert, là où l'on déterre ce qu'ils ont voulu effacer. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton et activez la cloche. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur la médecine. Cette plante s'appelle l'eupatoire perfolié, Eupatorium perfoliatum en latin, et son histoire est l'une des plus troublantes de la médecine moderne. Pendant plus de 300 ans, elle fut le remède contre la fièvre en Amérique du Nord. Les peuples autochtones l'utilisaient contre ce qu'ils appelaient la fièvre brise-os. Les colons européens l'adoptèrent en une seule génération après leur arrivée. Vers 1800, elle était aussi courante que le sel dans les foyers américains. Les soldats la glissaient dans leurs sacs à côté des munitions pendant la guerre civile. Les familles accrochaient des bouquets séchés aux poutres du plafond comme une pharmacie. Elle ne coûtait rien parce qu'elle poussait librement dans les prairies humides. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devait disparaître. On ne peut pas breveter une plante qui pousse dans un marais. On ne peut pas la mettre en bouteille et la vendre avec une marge de profit. Pour l'industrie naissante, ce n'était pas une ressource, mais une menace directe. Au milieu du XIXe siècle, une école de médecine florissait en Amérique. On les appelait les éclectiques, du grec signifiant choisir parmi. Leur philosophie était d'une simplicité radicale pour l'époque. Traiter la personne entière, utiliser ce qui fonctionne, ne jamais nuire. Ils puisaient dans le savoir botanique autochtone et les traditions herbales européennes. Ils bâtirent des écoles de médecine agréées à travers tout le pays. Dans les années 1880, un médecin américain sur 5 était éclectique. Leur pharmacien le plus célèbre s'appelait John Uri Lloyd, de Cincinnati. Il inventa des techniques d'extraction que l'industrie pharmaceutique emprunta plus tard. Il reçut la médaille Remington, la plus haute distinction en pharmacie américaine. Et c'est ici que cette histoire ancienne rejoint directement votre jardin et votre santé. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Si vous regardez sur votre téléviseur, scannez le code QR à l'écran maintenant. C'est une offre spéciale réservée aux spectateurs de cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone, le lien est dans la description. Mais restez ici. La vidéo ne fait que commencer, car ce qui s'est passé ensuite est bien pire que l'oubli d'une seule plante. En 1908, l'Association médicale américaine commanda un rapport. La Fondation Carnegie envoya Abraham Flexner inspecter les écoles de médecine. Flexner n'était pas médecin, il n'avait aucun diplôme médical. Il était pédagogue et avait passé sa carrière à enseigner à des garçons. Il visita 155 écoles de médecine en 2 ans à peine. Il n'évalua ni les résultats cliniques, ni les taux de survie des patients. Il évalua les laboratoires et l'alignement sur le modèle pharmaceutique universitaire. En 1910, il publia son verdict et ce fut dévastateur. Écoles homéopathiques, charlatanisme, écoles éclectiques,
charlatanisme, toutes recommandées à la fermeture sans examen de leurs résultats cliniques. Flexner déclara ouvertement vouloir combattre ces traditions, pas les débattre. Les éclectiques avaient traité des patients pendant 6 décennies d'épidémie. Ils avaient documenté leurs résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture. Aucune de ces données ne fut examinée, aucune ne fut réfutée. Elles furent simplement déclarées sans valeur par un homme sans formation médicale, soutenu par l'association médicale et l'argent de la Fondation Carnegie. Les lois changèrent État par État à travers les conseils d'agrément. Puis vint l'épreuve que personne n'avait demandée ni souhaitée. À l'automne 1918, la deuxième vague de grippe frappa. Des jeunes en pleine santé mouraient en moins de 48 heures. Les hôpitaux débordaient. Les morgues n'avaient plus de place pour les corps. Les villes interdirent les rassemblements publics par mesure de panique. Des familles enterraient leurs morts dans leurs jardins, faute de cimetières. Le gouvernement recommanda l'aspirine à 1000 mg toutes les 3 heures. Cela équivaut à près de 25 comprimés d'aspirine en une seule journée. Bayer avait perdu son brevet américain 1 an plus tôt et inondait le marché. Le gouvernement devint leur meilleur représentant commercial, sans même le savoir. Les ventes doublèrent, tandis que les gens continuaient à mourir en masse. Les médecins éclectiques, encore en exercice, refusèrent d'utiliser l'aspirine. Ils utilisèrent l'eupatoire et tout leur arsenal de plantes médicinales. Un médecin éclectique en Virginie traita 200 patients consécutifs avec des plantes. Pas un seul ne mourut sous son traitement pendant toute la pandémie. En mars 1919, la compagnie de Lloyd mena une enquête. 1000 médecins éclectiques rapportèrent leurs résultats de la pandémie. Ce qu'ils déclarèrent était remarquable et profondément dérangeant à la fois. Le taux de mortalité avec traitement botanique était de 6 pour 10 000 patients. Le traitement conventionnel affichait un taux de 3% des patients traités. Les éclectiques perdirent 5 fois moins de patients avec des herbes de marais, 5 fois moins avec des plantes qui poussaient gratuitement dans les prairies. Ces données ne furent jamais publiées dans les grands journaux de l'époque. Elles ne figurèrent jamais dans les manuels médicaux des décennies suivantes. En 1939, la dernière école éclectique ferma ses portes. Les bibliothèques de toutes les écoles fermées avaient été envoyées à Cincinnati. Quand un herboriste visita ce sous-sol en 1990, tout était intact. Un siècle de savoir clinique accumulant la poussière dans l'obscurité complète. En 2009, la docteure Karen Starko publia quelque chose d'extraordinaire. Un article dans une revue scientifique de maladies infectieuses à comité de lecture. Son hypothèse était directe et troublante en même temps pour la communauté médicale. Les doses d'aspirine recommandées en octobre 1918 étaient toxiques. À ces niveaux, le médicament inondait les poumons de liquide progressivement. Il provoquait un œdème pulmonaire, exactement ce que décrivaient les autopsies de l'époque. Les poumons hémorragiques qui rendirent la grippe de 18 si différente de toute autre. Les morts par noyade interne qui ne ressemblaient à aucune grippe précédente. Tout était cohérent avec un empoisonnement aux salicylates à doses extrêmes. Les publicités pour l'aspirine parurent en août 1918. Les recommandations officielles arrivèrent en septembre et début octobre de cette même année. Le pic de décès suivit en octobre 1918 précisément. Cette corrélation temporelle est impossible à ignorer quand on la regarde ainsi. L'article de Starko est une hypothèse documentée, pas un verdict définitif. La question qu'il soulève n'a jamais reçu de réponse satisfaisante à ce jour. Les herbes des éclectiques n'ont noyé personne, c'est un fait établi. Maintenant, voici ce que la science a fini par confirmer des décennies plus tard. La première validation moderne de l'eupatoire ne vint pas d'Amérique, mais d'Allemagne. En 1981, des chercheurs allemands firent une découverte. Les polysaccharides de l'eupatoire stimulent la réponse immunitaire 4 fois plus que l'échinacée. L'échinacée, cette plante pour laquelle les Américains dépensent des centaines de millions.
Le patoire la surpasse au niveau cellulaire et presque personne ne le sait. La même année, un essai clinique compara le patoire à l'aspirine contre le rhume. Le soulagement des symptômes fut équivalent entre la plante et le médicament. Une plante sauvage gratuite à égalité avec le médicament le plus vendu au monde. En 2004, des chercheurs isolèrent les lactones sesquiterpéniques de la plante. Ils confirmèrent une activité anti-inflammatoire significative au niveau cellulaire. Ce que les peuples autochtones observaient depuis des siècles venait d'être prouvé, et puis vint la découverte qui ferme le cercle de manière définitive. Des études récentes sur des extraits hydroalcooliques de patoire ont démontré quelque chose. Une inhibition directe du virus de la grippe de type A en laboratoire. Pas en supprimant les symptômes après l'infection, comme le fait l'aspirine. En bloquant l'entrée du virus dans les cellules avant que l'infection ne commence. En empêchant le virus de s'attacher à la cellule hôte dès le premier contact. C'est le mécanisme que les éclectiques observaient en 1918, sans avoir le vocabulaire scientifique pour décrire ce qu'ils voyaient cliniquement. Il a fallu un siècle pour nommer ce qu'ils savaient déjà par l'expérience. Une note honnête avant de conclure, parce que la transparence est essentielle ici. Le patoire contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques en petite quantité mesurable. Les autorités sanitaires allemandes déconseillent l'usage quotidien prolongé de cette plante. Il n'existe aucun cas documenté de dommages hépatiques liés spécifiquement à le patoire, mais l'usage prolongé d'extraits concentrés n'est pas recommandé par les experts. La préparation traditionnelle est de courte durée, comme elle l'a toujours été. Une infusion de feuilles et de sommités fleuries séchées au premier signe de grippe. On la boit pendant la maladie et on arrête dès la guérison obtenue. C'est ainsi que les peuples autochtones l'utilisaient et les éclectiques pendant des décennies. Ce que vous pouvez faire maintenant avec ce savoir retrouvé après un siècle. En Europe, le patoire séché est disponible dans les herboristeries spécialisées en ligne. Elle se cultive aussi au jardin comme vivace rustique en sol humide et mi-ombragé. Bords de ruisseaux, jardins de pluie et massifs humides sont son habitat idéal. Pour la préparation traditionnelle, utilisez 1 à 2 cuillères à café d'herbes séchées. Versez 250 ml d'eau bouillante et laissez infuser 15 minutes. Buvez tiède, 3 fois par jour, dès le premier signe de refroidissement. Elle est amère, nettement amère. Et cette amertume fait partie de son pouvoir. Les éclectiques n'ont pas perdu parce que leur médecine avait échoué. Ils ont perdu parce que leur médecine ne pouvait appartenir à personne. Une plante de marais ne se brevette pas et ne se fabrique pas en usine. Dans un système bâti sur le profit pharmaceutique, un remède gratuit était une menace. Le rapport Flexner l'a effacé de la pratique médicale légitime en 1 décennie. Il a fallu 100 ans pour confirmer en laboratoire ce que ces médecins avaient documenté. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret vert. Plus de 10 guides en un seul endroit. Si vous êtes devant la télé, scannez le QR code, c'est une offre exclusive pour vous. Si vous êtes sur le téléphone, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Secret Vert. Activez la cloche. Chaque like et chaque partage protègent ce qu'ils ont voulu effacer. Le prochain Secret Vert sera révélé très bientôt.